En septembre 1894, une femme de ménage, employée à l'ambassade d'Allemagne, trouve dans une poubelle un document démontrant qu'un officier d'état-major français a dévoilé des renseignements militaires à sa grande rivale l'Allemagne. Mais d'abord, remettons-nous dans le contexte historique de l'époque. La Troisième République, qui a déjà 24 ans en 1894, affronte alors crise politique et instabilité gouvernementale et présidentielle, auquel s'ajoute le traumatisme de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne en 1871, qui alimente les nationalismes les plus extrêmes. En effet, le nationalisme et l'antisémitisme évoluent de manière virulente et sont attisés par une presse influente, libre de diffuser n'importe quelle information. Mais revenons-en au fait. Lorsque le document, déchiré en 6 morceaux, non signé et non daté, que l'on nommera le bordereau, est retrouvé par la femme de ménage, le ministre de la Guerre ordonne une enquête et l'on trouve alors un coupable idéal, le capitaine Alfred Dreyfus. Dreyfus, faisant partie de l'armée, est amené à travailler avec des documents confidentiels. De plus, il vient d'Alsace, territoire qui, je le rappelle, appartient désormais à l'Allemagne. Il est juif et parle allemand. Il est donc en bonne position pour dialoguer avec l'ennemi. Ce dernier est alors arrêté le 15 octobre 1894. Dès le 1er novembre, la libre parole, qui fait de l'antisémitisme son cheval de bataille, titre « Arrestation de l'officier juif Dreyfus ». Le 22 décembre, Dreyfus est condamné par un conseil de guerre, après 3 jours de procès à huis clos, à partir d'un dossier rempli de preuves tenues secrètes par l'armée, que même son avocat et les juges n'ont pas pu consulter. Les juges, faisant confiance à l'armée, vont condamner en janvier 1895 Alfred Dreyfus au bagne à vie. Il sera dégradé devant 4000 soldats et 20 000 spectateurs, alors qu'il clame son innocence en criant « On déshonore un innocent ! Vive la France ! Vive l'armée !» Un adjudant de la garde républicaine lui arrache ses insignes, les fines lanières d'or de ses galons, le parement de sa veste, et termine en brisant son sabre. Il sera déporté à l'île du Diable, au large de Cayenne. Mais passons maintenant aux effets de cette condamnation. Logé dans une case de pierre de 4 mètres sur 4, il est avec ses gardiens le seul habitant de l'île. À ce lourd isolement s'ajoutent des conditions de vie extrêmement difficiles. Ainsi, sa santé décline très vite. Mais en métropole, le combat lancé par le frère de Dreyfus afin de démontrer son innocence ne vient que de commencer. Rassemblant de nombreux journalistes ou des écrivains, tous sont persuadés de la candeur de l'ex-capitaine. La France est alors divisée en 2 clans, les Dreyfusards, qui se battent pour le retour de Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, pour la plupart des antisémites. Le lieutenant-colonel Picard, affecté à la tête du service des renseignements en juillet 1895, s'intéresse au dossier et finit par découvrir la vérité. Il se procure également le dossier secret et devant l'absence de preuves, il est convaincu de l'innocence du capitaine Dreyfus. Pour lui, le coupable est le commandant Esterhazy, qui est décrit comme un homme criblé de dettes, à la personnalité trouble et aux mœurs dissolues. À partir de ce moment-là, tout est entrepris par l'état-major pour évincer Picard de son poste. Il est impossible d'avouer une erreur judiciaire. Une enquête est instruite contre lui, il est surveillé, éloigné dans l'Est puis affecté en Tunisie. Bien que protégé par l'armée, Esterhazy se trouve dans une position malaisée suite à la publication dans le Figaro d'anciennes lettres dans lesquelles il exprime sa haine de la France et son mépris pour l'armée. Afin d'éradiquer toute polémique, l'état-major exige que Esterhazy demande lui-même à être jugé. Le 11 janvier 1898, Esterhazy est acquitté à l'unanimité. Les intellectuels qui soutiennent le mouvement Dreyfusard multiplient les débats et les révélations dans la presse. Révolté et consterné par l'acquittement d'Esterhazy, Émile Zola donne une nouvelle dimension à l'affaire en publiant à la une de l'Aurore un article en forme de lettre ouverte au président Félix Faure. Il dénonce l'antisémitisme, accusant le conseil de guerre d'avoir, je cite, « acquitté sciemment un coupable ». Émile Zola écrira « J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité. Par ordre,
et d'avoir permis d'acquitter Simon en coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles de la loi sur la presse qui punit les délits de diffamation. L'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière au nom de l'humanité. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. Vendu à plus de 300 000 exemplaires, le grand public est désormais informé. Finalement, un nouveau procès est ouvert et Dreyfus quitte l'île du Diable après un voyage de 3 semaines. Mais le malheureux prisonnier est à nouveau condamné, et cette fois-ci à 10 ans de prison. Pour finir, il sera gracié par le président Loubet. Même si les Dreyfusards auraient préféré le voir acquitté, Alfred Dreyfus ne peut refuser et devient enfin libre. Il sort de prison en 1899, mais doit attendre 1906 pour retrouver son grade de capitaine. Il meurt le 12 juillet 1935, à l'âge de 75 ans, après avoir participé à la Première Guerre mondiale. De la terre, en effet, ne s'agissait pour la plupart de ceux qui y prirent part que d'une question de justice et d'humanité. Mais à mesure que la lutte se poursuivait contre toutes les forces d'oppression coalisées, elle prenait une envergure insoupçonnée qui n'a cessé de croître jusqu'à ce que la lumière fût faite complète, entraînant avec elle une transformation capitale dans les idées.